Alors je pense que vous savez déjà beaucoup de choses sur les uns et les autres, en tout cas tous ensemble, je pense, hein, nous tous on connaît beaucoup de choses sur ce que peut être une bonne alimentation, par exemple dans la restauration collective. Et le point évidemment le plus important, ce n'est pas les diététiciens ici qui vont, je pense, me contredire, c'est quand même l'équilibre dans la ration et dans chacune de nos rations, on pourrait presque dire dans chacun de nos repas, le matin, à midi et le soir, dans des repas bien séparés, l'équilibre entre tous les ingrédients. Il faut des calories, il faut des calories à combustion rapide, mais il faut aussi surtout des calories à combustion lente, il faut des protéines, deuxième nécessité, et puis ensuite il y a les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les fibres et autres. Et peut-être que le plus important quand même, même si ça ne se réfère pas d'emblée au bio, mais je pense que le plus important, en tout cas dans toutes les restaurations, y compris domicile, ça reste ça. L'équilibre entre les différents ingrédients et le fait que, éventuellement, du coup, dans les cantines, les gens, quand ils choisissent dans le self, ils choisissent équilibré, ou que quand on leur apporte le repas soit équilibré, et que si c'est des gamins dans les écoles, ils mangent la totalité de ce qu'il y a. C'est-à-dire, parce que sinon, le repas n'est pas équilibré, ça commence à trier, donc il faut aussi que ce soit bon, que ce soit... Donc je crois que ça, il faut quand même prendre ça comme un point absolument essentiel, même si moi je vais surtout insister maintenant sur le fait qu'il faut que de plus, les ingrédients, eux, soient sains. On est bien d'accord? Et ça va plaider effectivement pour une nourriture issue de l'alimentation biologique. Donc, alors là, les problèmes, vous les connaissez un petit peu, on en parle, que ce soit à domicile ou à la cantine, mais la dioxine dans le poulet, si on pouvait l'éviter, ce serait quand même pas mal. Si on pouvait éviter les hormones dans le lait ou la viande, ce serait quand même pas mal. Les anti-inflammatoires dans la viande de cheval, ça fait quand même un peu désordre. Alors vous allez me dire, le cheval dans les lasagnes de bœuf, ça fait aussi désordre. Je fais un peu exprès d'en parler. Et puis évidemment, les pesticides, surtout sur les fruits et légumes, dans l'alimentation, alors là, c'est même singulièrement préoccupant. Alors si on doit globalement, même si c'est un peu rapide, puis après je répondrai à vos questions, mais si on doit un peu rapidement faire la différence entre la nourriture conventionnelle et la nourriture bio, les principales différences, où sont-elles? Y a-t-il, alors, d'abord c'est compliqué à savoir, parce que la question elle est toujours de savoir de quel produit on parle. Donc il y a eu beaucoup d'études quand même, de faits, dans le monde entier, pour essayer d'évaluer et de voir s'il y a des différences statistiquement significatives, c'est comme ça qu'on parle, nous, les scientifiques, entre la composition d'un produit bio ou son équivalent conventionnel ou industriel, en tout cas issu de l'agriculture industrielle. Et en plus, alors, il y a des publications dans des revues à comité de lecture, et puis maintenant il y a un certain nombre un peu comme pour le réchauffement climatique, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire on demande à des panels d'experts internationaux de faire la synthèse de toutes, ou en tout cas la plupart, des publications qui ont été publiées dans les revues à comité de lecture. On commence à avoir aujourd'hui des synthèses à l'échelle internationale sur de vastes échantillons, mais qui sont des synthèses d'une multitude d'études, les unes sur tel fruit et légumes à tel endroit des États-Unis, les autres sur le pain dans telle autre région du monde. Donc c'est quand même hyper difficile de faire ces études et de dégager des éléments vraiment très signifiants. Alors il y en a quand même maintenant. Alors la dernière méta-analyse qui est publiée, qui je crois maintenant commence à faire référence, elle a été publiée par l'université de Stanford, mais c'est quand même un grand nombre d'experts où ils ont refait ces lectures. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors il y a des choses à peu près évidentes. Que les blés, et du coup les farines issues d'un blé bio, sont plutôt moins riches en protéines que des blés issus de l'agriculture industrielle. Donc ça peut apparaître pour certains comme un défaut, parce que souvent, les variétés en particulier, les efforts qu'ont fait les généticiens, c'était précisément d'avoir des blés de plus en plus panifiables. Donc, un des critères de sélection, ça a quand même été des blés sur leur teneur en protéines, dont on sait après, évidemment, qu'elles vont être exigeantes en engrais azotés. On verra si c'est organique ou chimique. En tout cas, un blé à haut potentiel génétique de teneur en protéines, et là, on ne peut assurer cette teneur en protéines que s'il trouve l'azote dans le sol. Et ça nous ramènera à des questions de fertilisation. Mais globalement, ça, c'est quelque chose d'à peu près acquis.
avec juste un truc, c'est que parfois, ce qui apparaît comme un inconvénient, les blés bio sont moins riches en protéines, donc moins facilement panifiables, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu accroître la teneur en protéines, mais on découvre aussi du coup que ces mêmes blés bio ont une moindre teneur en gluten, et là la question du gluten, je pense que vous y êtes, enfin je parle sous le contrôle des diététiciens, alors bah, il y a des gens qui sont intolérants au gluten, c'est pareil que ça fait 1% de la population, vous ne savez pas si c'était de cette ampleur, ça c'est depuis toujours, j'allais dire, hein, qu'il y a à peu près ce pourcentage de gens qui sont totalement intolérants au gluten. Et ce qu'on commence à découvrir aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui deviennent allergiques, on va dire, au gluten, et c'est lié quand même à la teneur. Alors, le gluten, c'est une grande gamme de protéines, donc c'est des gluténoïdes, des gluténines, je crois qu'on dit. Donc, dans le gluten, des protéines très lourdes, à fort poids moléculaire, et qui, en passant dans le transit intestinal, etc., sont très peu décomposées, et nous amènent quand même à quelques allergies. Donc, de ce point de vue-là, ça donnerait plutôt une supériorité, du coup, à un blé bio, une farine issue d'un blé bio, pour ce qui est de la teneur en gluten, et pour les gens qui sont seulement allergiques au gluten, de moindres allergies. Voilà. Donc ça, je pense à peu près, les scientifiques, il y a toujours des débats, hein, bien sûr, entre les scientifiques, mais c'est quand même à peu près acquis. Alors après, il y a eu beaucoup d'études aussi faites, alors plutôt sur les fruits et légumes, on va dire, et donc notamment fruits et légumes frais, sur les teneurs en vitamines et minéraux. Et là, alors d'abord, les différences ne sont pas considérables, mais s'il y a des différences qui commencent à apparaître, c'est sur un certain nombre plutôt d'oligo-éléments. Mais les oligo-éléments dont on a quand même besoin, donc on est souvent déficitaire dans la nutrition. Alors c'est le zinc, on sait aussi le fer, mais c'est quelques oligo-éléments comme ça, plus que les teneurs en phosphore, calcium et autres, bien qu'il y ait quelques petites différences en calcium pour un grand nombre. Alors, ça dépend aussi du fruit et légumes, c'est ça la difficulté. En tout cas, pour ce qui est de la teneur en oligo-éléments, il y a une légère supériorité de l'alimentation bio. Alors on va dire ça pour parler globalement. Vitamines, pareil, légère. Mais comme on dit léger, à la limite, la question, c'est qu'il est encore plus important de bien équilibrer le repas et d'avoir des produits à teneur en vitamines, en manger un peu plus, que d'accroître la teneur en vitamines d'un fruit et un légume. Voilà, je crois qu'il faut être très clair. On ne peut pas dire que parce que c'est bio, nécessairement l'alimentation sera meilleure. Tout va dépendre en fait de l'importance qu'on met dans le repas aux fruits et légumes, et éventuellement pas trop cuit si on pense aux vitamines. Donc on pourrait dire là que la supériorité du bio n'est pas monstrueuse. Et alors par contre, là où ça devient décisif, c'est évidemment la teneur en résidus pesticides entre le bio et des produits issus de l'agriculture industrielle. Alors là, évidemment, les différences sont on ne peut plus significatives, même si il est reconnu que dans les produits bio, on trouve effectivement encore des résidus d'un certain nombre de pesticides, c'est-à-dire que le label bio, le cahier des charges, vous savez que le label bio correspond à un cahier des charges, ce cahier des charges est une obligation de moyens. L'obligation de moyens, il y a notamment dans les moyens l'idée de ne pas mettre un grand nombre d'engrais de synthèse et de produits pesticides de synthèse, ça fait partie des obligations de moyens. Mais dans le label bio, il y a encore très peu d'obligations de résultats. Il y a une obligation de résultat sur la teneur, éventuellement en molécules issues d'OGM, mais c'est quand même, pour l'essentiel qui a des charges bio, une obligation de moyens. Donc il se peut que des champs bio ou des élevages bio puissent être contaminés par des pesticides d'un voisin. Donc ça, il ne faut surtout pas l'ignorer, et c'est d'ailleurs ça qui expliquerait pour l'essentiel les résidus, mais on est quand même, alors par exemple pour la vigne, qui a été davantage étudiée ces derniers temps, parce qu'il y a un vrai problème là, de fongicides, de pesticides d'une façon générale et autres. Alors là, pour la vigne, c'est vrai qu'on a découvert qu'il y a des résidus pesticides dans la vigne bio et dans les vins bio, mais on est dans un rapport quand même qui divise par 10 la teneur, ce qui est quand même là, on n'est plus du tout sur les vitamines et les minéraux de tout à l'heure. Hein. Pour les légumes, là, il faut être clair, là, il y a des différences absolument significatives. Et sur maintenant les effets des pesticides sur notre santé, pareil, hein, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savez déjà tout ça, l'élément qui aujourd'hui inquiète le plus, on va dire,
les scientifiques qui s'y connaissent un petit peu, on savait, ça depuis très longtemps d'ailleurs, hein, que les pesticides ne sont pas bons pour la santé, notamment quand il y a une surdose, quand il y a une mauvaise manutention des agriculteurs. Ça, c'est pas totalement dans l'alimentation, mais dans notamment leur respiration, sur la peau, etc. Et donc, effectivement, il y a des maladies aiguës. Ça, c'était connu depuis très longtemps. Et ce qu'on comprend mieux depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est dans les molécules pesticides, c'est celles qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas que dans la nourriture. Hein, vous savez, c'est le bisphénol A, il peut y en avoir dans le plastique, il peut y en avoir ailleurs que dans la nourriture, mais il y en a quand même, effectivement, il y a des gammes de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Et là, attention, ça commence à devenir un peu ennuyeux, parce que des prédictions scientifiques, j'insiste, c'est des prédictions scientifiques, donc on ne peut pas dire que c'est statistiquement avéré, c'est des prédictions scientifiques, mais qui nous annoncent quand même que les jeunes générations qui ont été exposées depuis in utero, hein, donc prénatal, hein, donc depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, mais notamment au moment de la puberté, on leur annonce une espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Parkinson, sans Alzheimer, sans cancer de la prostate et sans leucémie, puisque c'est les 4 maladies sur lesquelles on est le plus inquiet, une espérance de vie en bonne santé qui serait de 10 ans inférieure aux gens de ma génération. Voilà un modèle prédictif sur lequel, je pense, les spécialistes de la question, hein, moi je lis hein, ce qu'ils racontent, ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne suis pas endocrinologue. Alors évidemment, il ne s'agit que de modèles prédictifs, un peu comme il y a 30 ans, des gens nous prédisaient le réchauffement climatique global. Il y a 30 ans, le réchauffement climatique n'était qu'un modèle prédictif. C'est seulement maintenant que, statistiquement, on commence à pouvoir vérifier que les vendanges sont à peu près 8 à 10 jours plus tôt. Hein, sur une vingtaine d'années, les vendanges ont été 8 à 10 jours plus tôt que les 2 décennies antérieures. Et il est possible, éventuellement, d'ailleurs je pense que ça va être très difficile, que dans 35-40 ans, on pourra dire « Ah ben oui, c'est vrai, tiens, l'exposition aux pesticides fait que désormais Alzheimer, Parkinson, le cancer de la prostate apparaissent 10 années plus précocement. » Même ça, je ne vous cache pas, ça va être très difficile à démontrer, parce que pour démontrer, il faudrait qu'on puisse déjà aujourd'hui séparer les gamins, dire qu'il y a des gamins qu'on va ne pas exposer aux pesticides, et d'autres qui, pour l'expérience, on va exposer aux pesticides. J'ose espérer qu'on ne fasse pas cette expérience, si vous êtes d'accord. Vous voyez que les scientifiques vont devenir brutalement des brutes, épaisses, mais du coup, ça nous ramène à quelque chose qui est essentiel dans les débats que l'on a, c'est de nouveau ce fameux principe de précaution. C'est-à-dire que quand il y a des modèles prédictifs, quand ce n'est pas statistiquement avéré, la question c'est est-ce qu'on ne devrait pas, alors évidemment c'est la société qui doit en décider, c'est les gouvernements en général, enfin les parlements qui légifèrent, et puis les gouvernements qui réglementent après sur ces questions-là, mais au nom du principe de précaution, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à ne plus s'exposer effectivement à ces pesticides, et notamment les pesticides en question, les perturbateurs endocriniens. Alors vous avez vu le temps qu'il a fallu pour l'un d'entre eux, le bisphénol A, alors que ça, c'était celui sur lequel déjà on y comprenait un peu mieux, mais le temps qu'il faut pour arriver à prendre des réelles mesures pour finalement un jour interdire le produit en question, ça c'est un vrai problème de société, et la question, alors, du coup, c'est est-ce qu'on ne peut pas, d'ores et déjà, avant même que les États s'emparent de l'affaire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que dans nos écoles, dans nos lycées, moi je suis très préoccupé par les EHPAD, parce que j'ai les cheveux blancs, donc ça va m'arriver un jour, je veillerai à la nourriture, et je serai de ceux qui militent, vous ne me mettiez pas un pesticide dans ma nourriture quand je serai dans cet état, mais, enfin je veux dire, bon voilà. Et là, on est vraiment au cœur du débat. C'est quand même vrai que beaucoup de choses sont un jour légiférées et réglementées parce que la société civile s'est emparée d'un débat, parce que des gens ont montré qu'autre chose était possible, et c'est quand même comme ça qu'on arrive les uns et les autres à faire avancer le débat. Donc sur la nourriture, je pense que très sérieusement, c'est surtout sur cette histoire des pesticides, et en particulier les perturbateurs endocriniens, c'est l'essentiel, la principale argumentation pour qu'effectivement, d'ores et déjà, on essaye d'accroître le volume de produits bio dans notre nourriture, que ce soit à domicile ou hors domicile. Voilà. Ça, ce serait la première chose, oui.
Par rapport à ça, j'imagine que niveau agricole, il va être décidé de mettre moins de pesticides, comme ça se fait déjà, et on va aller vers cette démarche qui va durer peut-être des dizaines d'années, en mettant moins. Et quel serait l'impact? Alors, est-ce qu'on peut régler cette affaire tout simplement en mettant moins, ou alors il faudrait dès aujourd'hui être plus radical? Alors, je m'apprêtais à... Non, mais c'est très bien de m'interrompre, je préfère. Hein, d'ailleurs, quand j'ai pas de diaporama, je préfère que vous n'hésitez pas à m'interrompre et poser des questions. Alors, un peu compliqué, parce qu'y compris pour ce qui est des perturbateurs endocriniens et les conséquences que ça peut avoir sur l'espérance de vie en bonne santé. Hein. Ça ne veut pas dire que l'espérance de vie totale va diminuer. Hein. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans les maladies en question, elle est, la prédiction, c'est... Et bien, le grand problème, c'est que c'est une exposition prolongée à faible dose, même à faible dose. Voilà. Donc, le problème de ce qu'il faut complètement éradiquer, ou est-ce qu'on peut progressivement diminuer, j'allais dire, la dose de ces pesticides dans notre alimentation, c'est quand même vrai que les conclusions d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une exposition prolongée à faible dose, c'est quand même ça qui, en fait, plaiderait plutôt pour l'éradication complète. C'est-à-dire en avoir un jour arrivé le plus vite possible. On va voir comment, hein, ça, on va parler d'agriculture, bien évidemment, et est-ce que c'est possible, et quels sont les délais, etc. On va essayer d'y répondre. Mais ça plaide quand même plutôt pour... non, il faut peut-être arriver à se les interdire. Comme on essaye là d'interdire le bisphénol A, au moins dans les biberons, et dans le reste. Là, quand même, il y a à la fois, vous savez, le Grenelle de l'environnement, qui a opté pour diminuer de moitié la consommation de pesticides par les agriculteurs. Le délai, c'était 2020, je crois. Mais donc on n'y arrivera pas, il faut tout de suite, puisque ça n'a pas encore commencé, la diminution. Mais c'était bon. D'ailleurs, il faudra s'interroger sur pourquoi donc, on n'est pas parvenu, bien sûr, ça fait aussi partie du débat. Mais il y en a très clairement pour lesquels il faut arriver à dire très vite qu'on se les interdit. Oui. Ce qui voudrait dire que la fameuse agriculture raisonnée, on en parlait ce midi, est un arbre qui cache la forêt quelque part. C'est quand même une soi-disant diminution du passage de produits de traitement sur certaines cultures en vue de diminuer les pesticides, mais ces molécules étant de plus en plus nocives, elles arrivent quand même à avoir des faibles doses encore plus nocives que celles qui existaient avant. Ça peut. C'est pas vrai de toutes les molécules, mais il y en a pour certaines, oui, vous avez raison. Alors, je m'attendais à cette question. Hein. Alors, si on fait un peu l'histoire, il est clair que l'agriculture raisonnée, elle est intervenue un peu pour contrecarrer quand même l'agriculture biologique. Avec évidemment un argument, on va être raisonnable, on va raisonner, on va en mettre moins. Et alors, il y a sur certains aspects, d'ailleurs, qui ne sont pas ceux qui sont les plus préoccupants, je ne le cache pas, l'agriculture raisonnée a fait d'énormes progrès, par exemple, pour les apports fractionnés d'azote. On parle de l'engrais azoté de synthèse, qui, pour la santé, alors il y a la question des nitrates, effectivement, dont je n'ai pas parlé dans l'alimentation, sur lequel il y a effectivement des débats, la teneur de nitrates dans notre alimentation ou dans l'eau potable, et qui provient, alors à la fois des engrais azotés de synthèse, ou bien des régions d'élevage, des nitrates issus des effluents d'élevage qui rejoignent les eaux souterraines et autres. Là, il y a des débats, mais c'est vrai qu'on s'est donné, en tout cas des règles pour l'eau, un minimum de pollution, je crois que c'est 50 mg par litre de nitrate. Au-delà de ça, on considère que l'eau n'est plus potable. Et c'est vrai qu'il y a des débats de gens qui disent, alors d'abord, deux choses. Un, cette règle a été fixée quand même un peu de façon politique, comme beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup de normes résultent quand même de rapports de force à un moment donné, entre des préoccupations par exemple des consommateurs et des intérêts de l'agriculteur défendus par tel ou tel syndicat. Et il est quand même vrai que 50 mg a été défini dans des moments donnés qui pourraient être revus, donc tout d'ailleurs, le scientifique n'a aucun dogme, aucune Bible, hein, j'allais dire, dans les choses. Hein, le problème de la science, c'est de remettre en question les choses qui étaient sans cesse avérées, mais on peut perfectionner. Et puis l'élément nouveau, c'est dans la partie de notre alimentation de nitrates, une grande partie provient parfois tout simplement de consommation de salade, de légumes. Les légumes frais ils ont été enrichis, ils ont été fertilisés avec des engrais azotés de synthèse, et il peut y avoir des doses en nitrates, et donc peut-être plus grave encore que l'eau elle-même, c'est
toujours pareil, l'équilibre dans notre alimentation. Et puis il commence même à y avoir des études qui montrent qu'il peut y avoir des effets éventuellement bénéfiques. Là, je vous dis tout de suite, ça décoiffe, mais enfin, il faut quand même rester à l'écoute de ça. Il ne faut pas tout de suite. Alors après, on en discutera si vous voulez en fin de débat, c'est les conflits d'intérêts, les commissions qui font ces analyses-là. Est-ce que toutes les études ont été totalement impartiales ou est-ce qu'il y avait des intérêts? Moi, le principe, c'est quand même, il y a des gens qui ont publié ça. Effectivement, je regarde quand même pour savoir si leurs études ont été financées par une entreprise d'engrais azotés. Ça, le soupçon sera encore supérieur. Mais je pense qu'on n'a pas le droit, en tout cas, de s'interdire de lire des choses comme ça, même si ça va un peu à l'encontre d'idées reçues antérieures. Alors, l'agriculture raisonnée, elle diminue. Alors, pour les pesticides, vous avez raison, elle parfois a réussi à diminuer les doses, elle a parfois remplacé des molécules par d'autres. Ben là, tout dépend de quoi on parle, de légumes, de céréales ou autres. Là, il faut faire au cas par cas. Mais, en tout cas, globalement, la consommation de pesticides en molécules, en tout cas pesticides, n'a pas diminué depuis qu'on aide l'environnement. Ça, c'est quand même un vrai problème, malgré des gros efforts d'un certain nombre d'agriculteurs. Je pense à des problèmes de sélection passée au bio, mais aussi dans l'agriculture raisonnée. Alors, l'agriculture raisonnée a été un peu conçue, je prends la parole à votre question, mais a été conçue un peu pour contrecarrer ça, c'est-à-dire pour éviter justement que le bio devienne la référence, avec la crainte que ça devienne un jour une référence obligatoire, hein, c'est-à-dire ce qu'on doit éradiquer. On va parler de l'agriculture raisonnée, on peut parler par exemple d'une autre forme d'agriculture qui doit être très présente d'ailleurs dans la région, qui est l'agriculture de conservation, où les zéro labour, culture sous couvert végétal pour protéger les terres de l'érosion et autres, où il y a là de vraies démarches agronomiques, notamment d'un point de vue environnemental, parce qu'aujourd'hui on parle surtout du bio, de l'alimentation, hein, mais l'autre plaidoyer de la bio, ne l'oublie pas, c'est d'abord, plus encore peut-être même que l'alimentation, c'est les conséquences environnementales. Donc là aujourd'hui le thème c'est plus, on en parlera un environnement si vous voulez, mais on est plus sur l'alimentation. Et donc vous avez des gens qui sont dans des démarches, on va dire agro-environnementales très intéressantes, hein, le zéro labour, ça permet quand même de résister les vers de terre, toute une biologie des sols, ça permet quand même de diminuer l'oxydation de l'humus, et le carbone reste à l'état d'humus plutôt que de retourner à l'état de gaz carbonique, ça permet même de fixer le carbone, ça aide les cultures à travers la décomposition des pailles, des racines, à séquestrer du carbone, donc ça contribue à l'atténuation du réchauffement climatique global, bon, des choses de ce genre. Il y a des vraies démarches intéressantes, sauf que le ver de terre, il est capable d'enfouir de la matière organique, hein. Il va à la surface la nuit, il retourne en profondeur le jour et il laisse ses excréments s'enfouir la matière organique. Le ver de terre, il est capable de creuser des galeries, de rendre un sol poreux, ce que faisait aussi le labour. Donc c'est vrai que la biologie des sols, on a découvert, peut très bien être un excellent substitut au labour, sauf que le ver de terre n'est pas capable de vous enfouir ce qu'on appelle l'herbe adventice en termes savants et mauvaise herbe dans le sens un peu commun, ceux qui aiment bien dire le bon et le mauvais, la mauvaise herbe. Mais ça, le ver de terre n'est pas capable de faire ça. Et du coup, beaucoup de gens qui sont dans des démarches très intéressantes d'un point de vue agronomique et environnemental, je ne vous cache pas, bah, comme avant de faire le semis direct sur un couvert végétal, bah, un bon coup de glyphosate, l'affaire est entendue, tout est mort et je peux semer et sans difficulté, sans avoir à labourer. Alors, évidemment, le glyphosate, ce n'est pas bio. Et du coup, on se retrouve dans des débats, y compris de gens qui disent bah, alors voilà, moi je suis dans une démarche de progrès, on reconnaît que c'est intéressant, et puis moi, je n'ai pas le droit à un prix plus rémunérateur, parce qu'on va parler du prix du bio, ça fait partie aussi de ce dont on doit discuter impérativement. Mais moi, je ne peux pas avoir accès à un logo, raisonné, conservation, intégré, zéro labour, c'est pas marqué sur le paquet, sur la marchandise. Alors les gens du bio, eux, ils ont un cahier des charges, eux, ils ont le droit à un prix supérieur. Le bio, c'est tout ou rien, quoi. Dès qu'on est dans une démarche de progrès, on fait un petit effort, et on n'est même pas récompensé. Et du coup, ça rend, vous l'avez compris, il faut que je mette fin à mon portable, si vous autorisez, parce que ça fait un peu désordre. Et du coup, j'ai fait ça tout à l'heure chez la ministre. C'était pas très sérieux. Et alors de plus, quand je fais des cours à l'agro-parisec, je ne supporte pas que les étudiants et évidemment, je me fâche. Alors, je reviens, et c'est quand même vrai que bio ou d'autres formes d'agriculture prend des formes de sectarisme. Même si les gens ne veulent pas être sectaires. Mais le tout ou rien, c'est on adhère à la religion ou
où on est mécréant. C'est-à-dire, on a le droit à un prix supérieur parce qu'on est dans les vertueux, et sinon, tous ceux qui font des marges de progrès, leur effort n'est même pas reconnu, quoi. Alors, ça, sachez quand même que cette faiblesse de la bio, que ça paraît dans le monde agricole comme un débat qui a des tonalités parfois très sectaires, même si l'agriculture raisonnée a participé de ça, de son côté aussi, de vouloir contrecarrer. Il y a eu un moment quand même, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas bâtir une autre secte contre une autre, hein, donc c'est ça le sectarisme. Et la force par contre du bio, vous l'avez compris, c'est elle a le logo, elle a l'organisme certificateur, les organismes certificateurs sont eux-mêmes certifiés, et y compris si la consommation de produits bio en France a quasiment doublé au cours des 5 ans malgré la stagnation du pouvoir d'achat, je peux vous assurer que la raison essentielle, c'est pour l'essentiel la certification. Et alors moi je vois ça aussi au niveau, alors c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais il s'avère que ça y est, je suis devenu président de la plateforme de commerce équitable, qui est un autre label, etc. Et figurez-vous qu'il arrive la même chose sur le équitable. C'est-à-dire, la presse parle de dioxine dans le poulet, hop, la vente de produits bio augmente. Là, vraiment, avoir mis du cheval dans le bœuf, ça c'était génial. Relancer la production. Oui, non mais on trouve tout. Hein. Ça a été génial pour relancer la consommation bio. Et donc il y a bien, en tout cas, évidemment, même à domicile, hein, parce que là je parle des achats surtout à domicile, qui ont plus que doublé malgré la stagnation du pouvoir d'achat, il y a bien des changements de comportement de consommateurs qui ne sont pas induits que par le pouvoir d'achat. On va parler du produit bio. Et du coup, ça peut dire aussi que peut-être les parents d'élèves, pour les gamins, sont aussi inquiets de ça. Et du coup, si le produit bio doit nécessairement être plus cher, on va voir ça tout à l'heure, du coup, comment on va faire pour que ce soit accessible, c'est la deuxième partie. Voilà, donc, où j'en étais, donc, un jour, il va falloir éradiquer toute une gamme, en tout cas, de pesticides, ça me paraît évident, et pour certains, le plus vite possible. Et ça va devenir comment on va faire cette transition-là, ou cette révolution technique vers le bio. Et le raisonner, c'est pas forcément génial, c'est pas forcément la bonne réponse. Et il va falloir. Alors maintenant, je vais vous dire comment moi, du coup, je vois les choses. Sur la révolution technique qu'il faudra imprimer à l'agriculture pour qu'elle puisse vous donner une nourriture de qualité. Là, dans les ingrédients, hein, on n'oubliera pas que c'est quand même la composition du repas qui est essentielle, mais que les ingrédients ne soient pas pollués, et comment y arriver, les délais, et ce genre de choses. Alors d'abord, moi, l'adhésion que j'ai au bio, je vous dis tout de suite, n'est pas du tout d'ordre religieux. Je vous dis tout de suite aussi qu'en tant que scientifique, si j'ai compris quelque chose à l'agriculture biologique, alors bon, ça me vient des pays du Sud, des pays du tiers-monde le plus, c'est assez compliqué, mais c'est ce que je vais vous dire devant vous, l'agroécologie. Alors pour moi, l'agroécologie, qui est quand même un mot à la mode aujourd'hui, puisque le ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, l'a repris à son compte et que la France devait devenir leader de l'agroécologie, et j'imagine qu'il y en a qui soupçonnent que l'agroécologie, c'est comme pour l'agriculture raisonnée, ça va être encore une autre façon d'éviter de passer au bio et ce genre de choses. Eh bien moi, pour moi, l'agroécologie, en tant que scientifique, d'abord c'est une discipline scientifique, comme l'écologie, hein, il y a l'écologie politique, il y a l'écologie scientifique, c'est une discipline scientifique. Et l'agroécologie, pour moi, en tant que discipline scientifique, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors ça, je peux vous assurer, quand je dis ça au conseil scientifique à l'AgroParisTech, là j'ai mon petit succès. Là, les collègues... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment que l'agronomie a fauté. Enfin, fauté, c'est pas dans le sens moral du terme, mais c'est enfermé dans toute une série d'erreurs graves qui quand même nous coûtent très cher. Alors, le principal coût, c'est quand même les maladies d'Alzheimer, Parkinson, 10 ans prématurés. J'arrive pas à y mettre un prix. Mais par contre, il y a déjà des coûts. Le lait pas cher nous coûte très cher parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, on paye des impôts pour que l'eau soit potable. Hein. En France, l'eau à peu près potable, si on compare par rapport à d'autres pays. Le coût de la potabilisation, c'est quand même nos impôts qui nous payons. Donc le produit pas cher, on va parler du produit bio en termes monétaires plus cher, mais le produit pas cher des grandes et moyennes surfaces, des magasins ou des marchés, nous coûte cher. Ça c'est vraiment le constat. Et y compris quand c'est en maladie, j'ose même pas mettre ça en termes monétaires. Alors cette faute, elle provient pour une large part de la façon dont on a conçu l'agronomie. Et alors je
vais y aller, puis je vais vous dire après ce que c'est que l'agroécologie comme substitut. Je pense que la première erreur, elle a commencé il y a un peu plus d'un siècle et demi en France. C'est-à-dire le moment où naissait le bio. Le bio est né en opposant le chimique au naturel, les big, etc. Vous allez voir que moi, mon opposition, elle est légèrement différente. Parce que pour moi, un beau bocage, ça n'a rien de naturel. Ce serait naturel, ce serait la lande de la forêt. Une belle rivière, on va travailler dans les pays du Sud, là où il y a du riz, des canards, des crabes, des escargots, des protéines, des cyanophycées, etc. C'est un écosystème totalement aménagé par l'homme, c'est absolument pas un écosystème naturel. Donc, l'humanité, et ça quand même c'est très important, ça donne quand même un peu confiance. L'humanité dans son histoire a été capable d'aménager les écosystèmes, donc de fabriquer des agro-écosystèmes, vous voyez, ça nous ramène à l'agroécologie, parfois en créant de la biodiversité, alors créant, pas ex nihilo, mais en faisant en sorte qu'il y ait une sélection qui se fasse dans des écosystèmes aménagés, artificiels, anthropisés, on dit dans notre jargon, mais, et y compris, ça n'a pas toujours été destructeur de biodiversité, destructeur de muses, érosif, etc. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des belles expériences, au contraire, d'aménagement d'agro-écosystèmes productifs, respectueux de l'environnement, dans le sens où on le modifie. Ça permet y compris de protéger des landes, ça permet y compris de protéger des forêts, ça permet éventuellement de laisser des milieux naturels, mais de produire sur des écosystèmes aménagés qui eux-mêmes ont aidé à la création d'une énorme biodiversité et d'un grand nombre de services environnementaux. C'est bien notre agriculture industrielle qui, elle, n'a pas su faire ça et a fait tout le contraire. Et dans le démarrage de l'agriculture industrielle, eh bien, il y a une responsabilité énorme des agronomes et en particulier des généticiens. Donc, je suis ingénieur agronome, donc je suis déjà en train de dire le plus grand mal de ma profession. Mais c'est une misogynie, c'est autorisé. Alors, c'est plus la frange généticienne. On a dit à des agronomes, il y a un peu plus d'un siècle, puisque la terre est de taille constante, la population est de taille croissante, il faut accroître les rendements à l'hectare. Cette idée reste pour moi une idée forte. Je continue de partager cette idée, au moins à l'échelle mondiale. En France, on n'est pas obligé, puisqu'on a des excédents. Mais à l'échelle mondiale, l'idée que l'enjeu, c'est quand même d'accroître les rendements à l'hectare, c'est quand même une idée qui, je crois, on ne devrait surtout pas l'oublier. C'est-à-dire que je vais plaider pour une agriculture intensive, et non pas une agriculture extensive, qui va jouer sur des grandes extensions. Et les grandes extensions, au dépend de la forêt congolaise, au dépend de la forêt amazonienne, au dépend de la forêt de Bornéo, au dépend, y compris, des réserves naturelles de Camargue ou d'ailleurs. Donc, attention, l'idée que le rendement à l'hectare, un accroissement de rendement à l'hectare en les produits nécessaires, calories alimentaires d'abord, protéines, deuxième nécessité, vitamines, minéraux, etc. En tout cas, le fait quand même de pouvoir en produire plus pour nourrir correctement une population croissante. Et de plus, comme il y a des gens aujourd'hui qui sortent de la pauvreté, éventuellement en Chine, en Inde, au Brésil, même si vous vous rendez compte, c'est pas tous, et qui commencent à manger quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, ça veut dire qu'en production végétale, à l'hectare, la demande en production alimentaire, en tout cas végétale, va plus que doubler là, à l'échelle mondiale dans les 36 ans, d'ici 2050, dans les 36 ans qui restent. Donc cette idée-là, je crois qu'il ne faut pas complètement l'abandonner. Mais c'est cette idée-là qui a gouverné il y a un siècle et demi, et on a dit du coup aux agronomes, bon ben mettez-nous des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare. Alors évidemment, les agronomes ont commencé à dire, bon, on va pas sélectionner, et le moteur de tout, c'est le soleil, c'est l'énergie solaire, l'énergie alimentaire, celle-là, je commence à bouger devant vous, je suis en train de consommer de l'énergie, mais enfin bon, j'ai mangé quand même dans le RER, en tout cas, pour venir ici, mais donc rassurez-vous, je ne vais pas tomber hypoglycémique, mais cette énergie, tous les jours, on a besoin de au moins 2200 kcal, mais dans les bonnes nouvelles, de l'agroécologie en particulier, c'est que l'énergie alimentaire nous vient du soleil, et le soleil, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas annoncé de pénurie avant 1,5 milliard d'années. Donc, moi, je vous proposerais qu'on fasse un usage très intensif des rayons du soleil. Ça va être le premier point de départ de l'agroécologie. Alors, il y a un siècle et demi, c'est pas comme ça qu'on parle, justement. Il y a un siècle et demi, on a dit, est-ce qu'on pourrait sélectionner quand même le meilleur usage des rayons du soleil, mais est-ce que la variété pourrait bien, est-ce qu'on pourrait pas sélectionner une variété capable de bien intercepter
Vous êtes dur, hein, j'essaie de ne pas bouger. Alors, on a quand même réussi à sélectionner des variétés, paille courte, feuilles érigées, capables de bien intercepter la lumière et surtout de ne pas verser, puisque quand la plante verse à terre, elle se fait de l'ombrage, enfin, etc. Bref, on leur a demandé ça aux agronomes et ils y sont arrivés. Alors, il faut rajouter deux choses. On leur a demandé deux choses autres. On leur a demandé, puisqu'on investit beaucoup d'argent dans la recherche, à l'époque, ce n'était pas Monsanto, ce n'était pas Limagrain, ce n'était pas des compagnies privées. Enfin, il y avait déjà les Morin existaient déjà, mais c'était surtout l'INRA, c'était l'argent du contribuable. Si on investit l'argent du contribuable dans la recherche, ce n'est pas pour une variété qui va être donnée des hauts rendements sur 3 km². Donc, du Pas-de-Calais jusque la Camargue, de la Bretagne jusque l'Alsace. Donc là, on amortit de gros investissements faits sur la recherche. Vous voyez donc qu'il y a des raisonnements économiques pleins de bon sens. L'argent du contribuable, ce n'est pas fait pour être dilapidé dans une multitude de petits terroirs. Non, c'est des variétés passe-partout, s'il vous plaît. Alors, variétés passe-partout, ça veut dire qu'on a demandé aussi aux agronomes d'éliminer tous les gènes porteurs de caractéristiques trop locales. Alors, l'une des caractéristiques, je vous le dis tout de suite, c'est tout ce qui est sensible à la longueur du jour et de la nuit. Et même savoir s'il y a des variétés, vous savez, dont la date de floraison est fonction non seulement de la date du jour et de la nuit, la longueur du jour et de la nuit, mais même si la longueur du jour est en train de s'accroître au printemps, au contraire, c'est en train de diminuer à l'automne. Parce que ça, les latitudes du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue sont différentes, et toutes les variétés qui sont sensibles à ce qu'on appelle la photopériode dans notre jargon, alors s'il vous plaît, là, les agronomes, vous éliminez tout ça. Parce que... Et puis, alors en plus, à l'échelle internationale, je vous dis tout de suite, pour le riz par exemple, si on veut faire 2 cultures de riz par an dans certains pays tropicaux, si la plante elle ne fleurit qu'une fois par an, en fonction de la longueur du jour et de la nuit, on ne peut pas faire 2 cultures. Donc, l'un des critères aussi, c'est que la variété passe-partout, débarrassez-nous tout dans les gènes de la plante, et dans le fonctionnement de la plante, en tout cas, toutes les caractéristiques qui rendent la plante utilisable que dans une seule localité. Donc ça passe partout. Et on a dit autre chose à ces agronomes qui coûtait très cher, faites vite. Et quand on leur a dit faites vite, ça voulait dire... alors évidemment, les agronomes ont dit non, on ne va pas faire un seul essai. On est obligé de faire beaucoup d'essais, de plus dans multilocaux, puisqu'on veut que ce soit passe-partout. Donc on fait un grand nombre d'essais, et puis ensuite on ne va pas tromper l'agriculteur, on ne va qualifier une variété d'améliorée, puisque c'est le jargon qui a été pris, vous savez que les agronomes savent le meilleur, le moins bon, la mauvaise herbe, le bien, le mal. Les agronomes, les pas sont proches de Dieu, ils savent. Donc dicter le meilleur, et ce qui est bien et mauvais, mais du coup on ne va qualifier une variété d'améliorée que si 95% des fois, avec la multitude d'essais, la variété a donné un rendement supérieur à toutes les autres. Donc, des exigences, c'est-à-dire la marge d'erreur à l'égard de l'agriculteur n'est que de 5%. La variété qu'on va lui vendre plus tard, ou promouvoir plus tard, en disant ça c'est une variété améliorée, eh bien, le risque qu'elle nous donne un rendement inférieur aux autres, en tout cas dans les conditions que ça a été sélectionné, n'est que de 5%. Il ne faut pas tromper l'agriculteur quand on va lui promouvoir une variété dite améliorée. Donc on se donne une très haute probabilité. Et là, alors là, si on dit à un agronome, faites vite, il y a une exigence de 95% des fois, l'angoisse, et je peux vous assurer, c'est encore le cas de mes collègues à l'AgroParisTech qui travaillent en génétique, l'angoisse, c'est que dans la nuit, la parcelle expérimentale ait été traversée par des sangliers. Le problème des sangliers, c'est qu'ils ne choisissent pas les variétés piétinées. Et si les sangliers piétinent une variété à haut potentiel génétique de rendement, je ne parviens pas à démontrer que cette variété a haut potentiel génétique de rendement, 95% des fois donner un rendement supérieur aux autres, parce qu'il y a même des fois où ça a été piétiné et a donné un très mauvais rendement. Donc on est obligé de clôturer aujourd'hui très soigneusement contre les faucheurs, contre les sangliers. Parce que l'angoisse aujourd'hui, ce n'est pas les sangliers, vous l'avez compris, c'est les faucheurs volontaires. Mais donc on se protège contre tous les ravageurs. Bon, s'il y a des faucheurs volontaires parmi nous, sachez que l'objectif c'est ravageur. C'est pour me faire des amis. Je poursuis. On a eu le même raisonnement avec les chenilles. Il ne fallait pas, quand on veut faire des essais et arriver très vite à un haut potentiel, il ne faut pas qu'à un endroit, l'incidence sur les rendements, ce n'est pas tant la variété que l'existence de chenilles et pas à un autre endroit. Donc il faut qu'il y ait le même nombre de chenilles partout. Le même nombre de chenilles partout, les agronomes ne vont pas compter le nombre de chenilles sur chacune des parcelles. Donc le mieux, c'est qu'il y ait 0 chenilles.
Et donc, il y avait un outil remarquable, insecticide. Attention, c'est pas l'agroécologie, là, c'est l'agronomie qui est en train de se fourvoyer. Donc, il y avait les araignées, pareil. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'araignées à un endroit, acaricide. Il ne faut pas qu'il y ait plus de nématodes à un endroit qu'à un autre, nématicide. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit où il y ait plus de champignons qu'à un autre, fongicide. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit plus de mauvaises herbes qu'à un autre, herbicide. Et tous ces produits en cide, vous avez compris, c'est des produits qui tuent. Le cide, ça veut dire que ça tue. Et évidemment, ce n'est pas fait pour tuer les hommes, hein, c'est fait pour tuer les chenilles, pour tuer les acariens. N'empêche qu'aujourd'hui, on découvre que c'est quand même Alzheimer, Parkinson, prématuré. Mais j'insiste là-dessus, de très bonne foi, avec des arguments économiques de il faut amortir sur le plus vaste espace. Ensuite, la recherche est coûteuse, il faut faire vite. Pour arriver à 95%, ne pas tromper l'agriculteur, donc il nous faut 95% des fois, on est arrivé effectivement à mettre au point des variétés. Alors, même chose pour la fertilité naturelle. Hein. Il ne faut pas que ce soit la différence de fertilité des champs qui soit à l'origine de la différence de rendement, sinon on ne parviendra pas à trouver une variété 95% des fois donnant des rendements supérieurs aux autres. Donc on gomme la différence de fertilité naturelle en mettant beaucoup d'engrais azotés ou phosphatés ou autres de synthèse. Donc sachez que, même s'il est vrai que, évidemment c'est surtout vrai aujourd'hui, que des compagnies chimiques, que la pétrochimie, que beaucoup d'entreprises, éventuellement les pesticides qui déjà avaient fait leurs preuves dans les guerres de 14, puis les guerres du Vietnam, puis ce genre de choses, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Évidemment, ça leur convenait, ce type de variété, mais sachez que des agronomes de très bonne foi, sans être des actionnaires de ces entreprises chimiques, sans être actionnaires de Monsanto, sans être actionnaires de BASF, ont participé de ce mouvement-là. Et qu'aujourd'hui, ça leur est très difficile de comprendre que c'est bien ça auquel il va falloir mettre fin. Le fait, quand on a voulu accroître les rendements, d'avoir joué que sur un facteur, qui s'avère être là, la génétique. Et même quand on s'interroge sur le bien fondé ou pas des OGM, des plantes génétiquement modifiées. Mais avant même de s'interroger sur le bien fondé des plantes génétiquement modifiées, il y a déjà une première question qui, je vous signale, suppose pour les... Alors, dans nos jargons scientifiques, on aime beau les mots, on dit c'est un changement de paradigme. En fait, c'est une façon de concevoir l'agronomie, et on va la concevoir désormais comme agroécologie, mais l'agronomie, à l'origine de l'agriculture industrielle, il y a des gros intérêts évidemment maintenant établis derrière l'agriculture industrielle qui souhaitent ne rien changer, ça on est d'accord, mais elle est née d'une erreur monumentale qui est d'avoir joué sur un facteur. L'agroécologie, c'est l'objet de travail, ce n'est pas une plante, un troupeau, un sol, c'est un agroécosystème, c'est un écosystème aménagé par des agriculteurs, y compris plusieurs agriculteurs, parfois avec des intérêts différents, qui aménagent un bassin versant, un territoire villageois, des territoires, et qui essayent, sur ce territoire, effectivement, de maximiser la photosynthèse. L'objectif de l'accroissement de la photosynthèse à l'hectare va rester, puisque la pollution mondiale est croissante. Mais l'idée que c'est à travers un facteur de la génétique, merci, sur un facteur, on va parvenir à accroître le rendement, ça nous coûte très cher, Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, etc. Et il va falloir mettre fin à ça. Et du coup, pour revenir à l'agroécologie, il faut faire usage intensif des rayons du soleil. Bon, ben c'est pas compliqué. Que pas un rayon du soleil ne tombe à terre. Couverture végétale maximale. Couverture végétale la plus prolongée possible. C'est-à-dire même en hiver, mais le sol jamais à nu. Ça va le protéger de l'érosion. Ça va permettre de la photosynthèse. Alors sous la neige, il n'y aura pas de photosynthèse, on est d'accord, on n'arrivera pas tous les jours. Alors évidemment, on n'est pas obligé de bitumer non plus. Hein. Et les tendres, évidemment, je ne parle pas d'aéroport, mais d'autoroute ou de superficie commerciale sur les meilleures terres agricoles. Mais en tout cas, faire l'usage le plus intensif des rayons du soleil, c'est aussi faire en sorte que, par exemple, entre, vous savez, le maïs, l'hiver, la terre est à nu. Ensuite, au mois d'avril, on sème le maïs, grand écartement, les rayons du soleil tombent entre les rangées de maïs. Et puis, c'est seulement vers juillet-août que, ça y est, tous les rayons du soleil tombent sur une feuille de maïs. C'est quand même pas. Ça fait quand même une sous-utilisation de l'énergie solaire. C'est quand même bizarre, une agriculture qui sous-utilise la ressource qui ne coûte rien, qui est renouvelable. Ce qui coûte, c'est l'accès au terrain, on est d'accord, hein, ça, il y a un vrai problème. Mais une fois qu'on a le terrain, sous-utiliser les rayons du soleil, ça, quand même, c'est un peu dommage. Alors, l'énergie dont on parlait, les kilocalories dont on parlait tout à l'heure, c'est le sucre, l'amidon et les huiles dans nos
dans nos repas. Alors, les sucres, ça peut être le sucre, le saccharose, le fructose immédiat, ça peut être aussi l'amidon, donc les combustions lentes, et puis les huiles, c'est ça la ration énergétique, et on a coutume d'appeler ça, nous, hydrate de carbone. Et le carbone, d'où vient-il? Le carbone, il vient du gaz carbonique, l'effet de serre du réchauffement climatique global, et pour les agriculteurs, alors, la bonne nouvelle, c'est que s'ils peuvent faire un usage intensif du gaz carbonique, la plante prend le carbone, libère l'oxygène, je veux dire, chapeau, bravo. Alors là, si c'est ça l'agriculture intensive, moi j'applaudis. Vraiment, allez-y, sans retenue aucune. Parce que vous libérez l'oxygène, c'est bon pour les poumons, vous séquestrez du carbone dans le sucre, dans l'amidon, dans les huiles, plus tard même dans la paille, dans les racines et pourquoi pas dans l'humus. Si vous parvenez à faire des systèmes de culture qui séquestrent le maximum de carbone à l'hectare pour notre nourriture et pour le séquestrer dans l'humus des sols, aucune retenue, usage intensif. Alors là, ça devient un peu plus compliqué du point de vue de l'agriculture, c'est il faut que la plante transpire. Parce que c'est par les petits trous par lesquels elle transpire que la plante parvient à prendre le gaz carbonique, prendre le carbone et relâcher l'oxygène. Et la plante, quand il fait chaud et sec, et quand il y a des vents desséchants, elle a, à l'inverse de nous, plus il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, plus il faut qu'on transpire, et du coup, plus il faut qu'on boive. Et on n'a pas de mécanisme de résistance, il faut qu'on boive tout de suite, sinon on meurt. La plante, elle a un mécanisme de défense qui est que quand elle a pas assez d'eau dans le sol, quand elle ne peut pas s'abreuver suffisamment, qu'il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, elle cesse de transpirer pour conserver son eau et parvient comme ça à résister à 8, 10, tout dépend des plantes, mais à des périodes de stress hydrique. Et elle le fait en cessant de transpirer. C'est-à-dire que votre maïs, le sol était à nu l'hiver, les rayons du soleil tombaient entre les rangées de maïs pendant le mois d'avril jusqu'au mois d'août, et quand enfin au mois d'août, ça y est, ça recouvre, tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, c'est raté, on est en plein été, il fait sec, il n'y a pas assez d'eau dans le sol, la plante cesse de transpirer. Ça s'appelle avoir tout faux. Ça va? Non, mais, alors quand je dis ça, c'est quand même une façon de répondre. Hein. C'est-à-dire que ça va être radical. Mais il faut être très conscient que l'agriculture moderne de demain, qui va répondre aux exigences de notre alimentation, c'est un changement de paradigme pour les scientifiques, c'est un changement, une révolution technique totale. Et c'est aussi une façon de répondre. Hein. Il y aura peut-être des transitions. La question de ces sectaires tout ou rien, est-ce qu'on peut quand même pas prévoir des progressions et comment on va le financer éventuellement, etc., est une vraie question. Oui. Mais sachez que c'est en tout cas une révolution technique. Oui. Mais, par contre, est-ce qu'il est pertinent de continuer justement de faire du maïs, sachant que c'est quand même une plante qui est énormément gaspillante en eau et en nourriture? Alors, j'y arrive. Alors, d'abord, juste une petite chose. Ce que vous dites là, assez curieusement, figurez-vous que c'est faux. La consommation d'eau à la tonne de maïs est 2 fois inférieure à celle d'un blé. Mais, par contre, la grave erreur, c'est que le maïs cherche son eau en plein été quand il n'y en a pas. La vraie erreur, c'est que le maïs est une plante tropicale, que sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude, mais chez nous, l'été, c'est la saison où il pleut le moins. Et donc, en fait, l'erreur du maïs, c'est d'avoir, alors, soyons clairs, quand on a été chercher le maïs chez les Amérindiens, dans le Béarn, à quelques endroits, ça marchait. Dans la Bresse, le fameux poulet de Bresse qu'il fait avec un maïs, qui, lui, dans les quelques régions où vous avez beaucoup d'orages de l'été, où le maïs trouve de l'eau en été, le maïs avait des raisons d'exister. Mais toujours pareil, en mettant l'accent sur la stricte génétique, on a réussi, avec la génétique, et notamment les maïs hybrides, à faire remonter le maïs toujours plus au nord, plus au nord, plus au nord. Et puis ensuite, avec l'agriculture industrielle, j'investis dans des gros matériels, moissonneuses-batteuses, etc., je renonce à l'élevage, de la Charente jusqu'au Béarn, c'est quasiment monoculture de maïs. Alors ça s'appelle avoir tout faux. Là, vous avez raison, il va falloir mettre fin à ça. C'est une vraie révolution technique, une révolution culturelle aussi pour ceux qui sont complètement accros à la monoproduction de maïs. Hein, mais on a tout faux. C'est vraiment ne pas faire l'utilisation raisonnée, enfin la plus raisonnable, des ressources qui ne nous coûtent rien. Il nous faut faire l'usage le plus intensif de ce qui ne nous coûte rien, et au contraire l'usage le plus astucieux, parcimonieux, économe de l'eau et de l'eau pluviale. Alors, il y a des méthodes. Vous voulez que la plante transpire longtemps, il faut que le sol soit riche en eau. On parle bien de l'eau de pluie. Donc, il ne faut pas que l'eau ruisselle. Marquez, la couverture végétale
c'est ce qui va empêcher l'eau de ruisseler. Hein, donc l'eau qui commence à descendre la pente, elle est arrêtée par une feuille, plus loin une racine, plus tard par un ver de terre, elle finira par s'infiltrer. Il faut que le sol soit poreux. On pensait le labour, aujourd'hui on pense biologie des sols, vers de terre, collemboles, champignons. Enfin, aujourd'hui on sait que la biologie des sols rend un sol grumeleux et qui permet l'infiltration de l'eau. Il faut que l'eau qui s'infiltre reste le plus longtemps possible à la disposition des racines, c'est-à-dire dans la couche arable. Ça, c'est l'argile et l'humus qui le retient. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux reste sableux, on peut l'enrichir en humus. Mais enrichir un sol en humus, si vous lui apportez du fumier, lui apportez du compost, c'est un savant mélange de carbone et d'azote. Le carbone, c'est le carbone de la photosynthèse, hein, mais de la paille, des racines, et l'azote, ça vient de l'air. C'est l'azote de l'air. Alors, l'azote, on va passer maintenant, on a parlé des calories alimentaires, on va passer aux protéines. Les protéines, c'est les hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Où trouve-t-on l'azote? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air. Troisième bonne nouvelle, il n'est pas annoncé de pénurie d'azote avant des siècles dans l'air. Donc, faire l'usage le plus intensif possible de l'azote de l'air, c'est une idée, d'ailleurs, c'est quand même ça qu'on fait, de toute façon aujourd'hui, mais c'est une idée sur laquelle il n'y a aucune retenue à avoir. Alors, comment peut-on prendre l'azote de l'air pour le mettre dans des hydrates de carbone et fabriquer des protéines? Là, il y a bien deux voies possibles. L'une, qui était connue de nos grands-mères, de nos grands-parents, et qui est évidemment mise en avant par l'agriculture biologique aujourd'hui, c'est dans les rotations, ou même peut-être dans les associations de cultures, on va peut-être associer plusieurs cultures en même temps dans une même parcelle, c'est de mettre très régulièrement des plantes de la famille des légumineuses, capables, c'est des microbes qui nous aident à faire ça, je vous le dis tout de suite, mais de fixer l'azote de l'air sur le territoire lui-même. Donc, quand c'est pour l'alimentation des bovins, vous appelez ça trèfle, sainfoin, lotier, luzerne, vesse, etc. Quand c'est pour des cochons, vous appelez ça févrole, pois fourragé, lupin, et quand c'est l'alimentation humaine, vous appelez ça haricots, pois chiches, fèves, lentilles. En tout cas, sur le territoire français, on ne manque pas de plantes de la famille des légumineuses capables d'intercepter l'azote de l'air et de fabriquer des protéines grâce à des microbes qui parasitent leurs racines, enfin qui font le travail pour eux. Mais en tout cas, on peut produire des protéines, on va dire françaises, pour alimenter des animaux français, sur le territoire français, avec de l'azote de l'air français. C'est parfaitement possible en circuit court. Totalement possible. On connaît les techniques. En France, aujourd'hui, on alimente des cochons, et on alimente des bovins, et on alimente des volailles en Bretagne en surnombre, avec de l'azote qui nous vient de l'air brésilien, nord-américain ou argentin, en important du soja, du tourteau de soja. Et ces animaux qui ont leur ration large d'azote importé sous la forme de soja, tourteau de soja, sont en espace confiné. On ne les élève plus sur la paille, parce que la paille est dans le bassin parisien, elle est ici, dans le Vexin. Donc il n'y a plus de paille en Bretagne. Et du coup, parce qu'on a besoin d'azote tous les jours, les animaux pareils, c'est un constituant essentiel des muscles, du sang, de tout. On a impérativement besoin, mais c'est vrai qu'on en rejette dans les urines. On est obligé de le renouveler dans l'alimentation, et on en rejette dans les urines. Et les animaux bretons, évidemment, rejettent cet azote dans leur urine. Et comme il n'y a plus de paille, il n'y a plus de fumier. Et comme il n'y a plus de fumier, l'azote reste à l'état de nitrate liquide, plutôt que de se fixer dans le fumier. Ça va avec les eaux souterraines, ça va avec les eaux de surface, ça nous fait de belles algues vertes sur le littoral breton. On importe de l'azote du Brésil, quand on a des animaux en surnombre qui pissent comme une vache, et sans litière, sans paille, et ça nous fait, cet azote fertilise les algues vertes du littoral breton. Et dans le bassin parisien ou le Vexin, comment fait-on? Quand il faut que notre blé, qui a été sélectionné pour être riche en protéines, avoir beaucoup de gluten, comment on fait pour qu'il ait cette teneur en protéines? Il n'y a plus l'azote de l'urine, puisque l'urine, elle est en Bretagne. Donc, à défaut de mettre de l'urine, on va mettre de l'urée. L'urée, c'est un engrais azoté de synthèse, fabriqué par la pétrochimie, et donc, on importe en France du gaz naturel russe. Donc on sait que l'approvisionnement est garanti dans les semaines qui viennent. Il n'y a aucun problème géopolitique, on n'a pas de problème d'approvisionnement en énergie fossile, tout le monde sait que c'est... On a tout faux.
Et quand au Brésil, si ça peut vous rassurer, quand au Brésil, je dis ce que je viens de vous dire, là, le franchouillard, voilà, nourrir des mots français, de l'azote français, sur les droits français, de l'azote vert français, circuit court, on ne veut plus de votre soja, on met des droits de douane, parce que c'est pas la politique avec la commune aujourd'hui, mais voilà. Et évidemment, les Brésiliens, je les provoque. Et ben, il y a toujours, quand même, je vous dis tout de suite, un tiffonnière qui porte atteinte de soja qui dit que j'ai rien compris au libre-échange, prix du fumier. Si vous avez des avantages comparatifs pour faire du champagne, faites du champagne. Nous, des avantages comparatifs pour faire du soja. Ricardo disait déjà que le libre-échange, l'absence de droits de douane, tout ça, c'est gagnant-gagnant. Chacun produit chez soi ce pourquoi il a un avantage, renonce à faire chez soi ce pourquoi l'autre est plus compétitif, mais du coup, on lui achète moins cher. Et du coup, l'échange, Ricardo, ça a été théorisé par tellement d'économistes, M. Fumier, vous devriez savoir que c'est gagnant-gagnant. Alors, c'est complètement faux, mais j'ai même pas besoin de commencer à répondre à ça, qu'il y a tout de suite 10 Brésiliens qui me disent, Monsieur Fumier, surtout vous n'écoutez pas. Hein. Vous ne l'écoutez pas. On n'est pas fiers, Monsieur Fumier. Alors, comme j'avais provoqué en disant, votre soja, on n'en a pas envie, etc. Lui, Monsieur Fumier, on n'est pas fiers de produire le soja pour vos cochons, Monsieur Fumier, pour vos volailles, Monsieur Fumier, pour vos ruminants, pour vos algues vertes. Ça, c'est moi qui leur ai dit. Mais, alors que chez nous, au Brésil, me disent-ils, il y a des gens qui ont faim. C'est tous les peuples du monde qui ont peut-être intérêt aujourd'hui à gérer le circuit du carbone, la photosynthèse, et le circuit de l'azote, la fabrication des protéines, par les voies biologiques, en circuit court. Mais le circuit court, du coup, c'est de mettre l'urine sur la paille et fabriquer du fumier. On peut faire du compost, on peut faire beaucoup de choses, on peut fabriquer de l'humus. Et c'est l'humus qui retiendra l'eau, c'est ça qui fera que la plante pourra transpirer plus longtemps, continuer de prendre le carbone, et ça, c'est le principe même de l'agroécologie. Le troisième principe, c'est les éléments minéraux. Alors, ça ressemble à l'agriculture bio, hein, ce que je raconte, hein, bien sûr. Vous en êtes rendu compte. Hein. Alors, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des fondements scientifiques, voilà, et qui ne sont pas forcément fondés sur le démarrage de j'oppose naturel et chimique. Alors, il nous faut des éléments minéraux. On a besoin de calcium pour les eaux, on a besoin de phosphore pour phosphorer, on a besoin, le phosphore, on a d'ailleurs besoin pour tout. Hein. On a besoin de potassium, ça nous prévient contre une maladie, etc. Enfin bref, d'oligo-éléments. Ça, on le trouve dans la couche arabe. Et plus on en mange, enfin plus on en exporte d'abord, et plus on en mange, plus on appauvrit la couche arabe en ces éléments minéraux. Donc il faut bien en remettre. Donc il y a bien un programme de fertilisation, cette fois-ci, en éléments minéraux. Il faut absolument renouveler la fertilité. Là, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, et notamment il y en a une très mauvaise, je vous dis tout de suite, qui est que le phosphore, alors c'est pareil, hein, les experts ne sont pas tous d'accord, nous annoncent quand même que d'ici 3-4 décennies, il va nous arriver avec le phosphore, ça nous arrive avec l'énergie fossile. C'est-à-dire que le coût d'exploration de nouvelles mines de phosphate, le coût d'exploitation de mines de phosphate de plus en plus éloignées, difficiles d'accès, va nous devenir de plus en plus coûteux. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, les agriculteurs, y compris ceux qui sont en agriculture industrielle, savent que le coût des engrais azotés, ça c'est le coût de l'énergie, ça croît plus vite que les prix agricoles, mais que les engrais phosphatés, pareil. Le coût des engrais phosphatés pour les agriculteurs aujourd'hui, il y a bien un ciseau des prix, quoi. Le coût des engrais azotés de synthèse à cause du coût de l'énergie, et le coût des engrais phosphatés de synthèse à cause de cette pénurie et du fait que les pays qui ont des mines de phosphate font déjà payer cher leur rente de situation. Donc, même d'un point de vue strictement économique, il faut se préparer, en termes d'engrais de synthèse, d'être le plus économe et éventuellement trouver des éléments minéraux un peu ailleurs. Alors, être économe en phosphate, tout de suite, ça plaide un peu pour le fumier, c'est-à-dire que pareil, hein, dans les urines, dans les excréments, on dégage du phosphate, et si on pouvait éviter que le phosphate aille vers la mer, ce serait aussi très bien. Donc, recycler, économie circulaire, on dit, au ministère de l'écologie, le maximum de phosphate issu des effluents d'élevage doit être recyclé, et ça s'appelle quand même fabriquer du fumier, et vendre le fumier sur les terres, et permettre les vers de terre de enfouir à l'intérieur. Donc encore une fois, ça s'apparente à l'agriculture biologique, ce que je vous raconte, mais ça me paraît évident. Alors, est-ce qu'on peut trouver d'autres sources de phosphore? La réponse, elle est oui. Elle est, d'une part, en sous-sol. Tous les ans, la roche qui est en sous-sol est altérée. Un schiste, un granit, même un calcaire, s'altère tous les ans et libère des éléments minéraux. Sauf que ce n'est pas accessible à une racine de blé, ce n'est pas accessible à une racine de betterave, parce qu'on est là en profondeur. Par contre, ça peut être accessible à des racines d'arbres. Et donc aujourd'hui, l'agronomie moderne de demain
peut, alors on appelle ça agriculture sous parc arboré, on appellera ça pré-verger, on appellera ça pré-bois, on appellera ça agroforesterie, que m'importent les mots. Mais l'idée qu'on peut très astucieusement associer des arbres à nos cultures et que l'arbre va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, le mettre dans la feuille, et la feuille morte qui va tomber à terre, fertiliser la couche arabe, ça c'est vraiment une idée de l'agronomie, de l'agroécologie, de l'agronomie nouvelle, hein, l'agroécologie en circuit court, aller chercher en profondeur, sinon ben, ces éléments minéraux qui sont altérés vont rejoindre la mer, très lentement d'ailleurs avec la nappe phréatique, mais les rendre accessibles à la plante, c'est faire en sorte que ce soit remonte avec la sève, les feuilles mortes tombent et on fertilise la couche arabe. Alors, évidemment, dans ma Normandie, Péco, pas très loin, ça veut dire remettre des pommiers dans la prairie. Évidemment, on me dit, monsieur Duvier, ça y est, le retournage de pierre, le bucolique, ça ressemble à ça. Hein. Et puis, dans le Vexin, on va mettre des haies. Évidemment, ah oui, mais ma charrue, 2 fois de soc réversible, comment elle va la bourrer dans les coins si vous commencez à mettre des haies, chez les fumiers. Ça y est, rassurez-vous, les arguments, je les ai entendus, hein, mais ça va nous ramener à l'histoire du coup. Hein. Parce que, c'est notamment, si nous on dit qu'il va falloir labourer dans les coins autrement, la question c'est est-ce que ça ne va pas demander plus de travail? On y est quand même, hein, de rendre accessible l'alimentation bio à domicile ou hors domicile pour le plus grand nombre et aux couches modestes qui fréquentent les quantités d'entreprises, les gamins des écoles, etc. Je suis quand même en train de vous dire que ça va à l'encontre d'une agriculture industrielle qui a joué sur les prix les plus bas, mais comme on sait maintenant que le lait pas cher nous coûte très cher, que les légumes bourrés de pesticides nous coûtent des maladies, il va falloir évidemment amorcer ce virage à 90 degrés, on est quand même toujours dans cette même question. On va voir les transitions qu'il nous faut mener, et évidemment on va s'appuyer sur la restauration collective, c'est un des outils idéaux pour amorcer cette transition, hein, mais qui est une vraie révolution technique en tout cas, pas un grand soir, mais une vraie révolution technique en tout cas, et voilà. Donc on ne manque pas de solution. Alors je vous dis tout de suite, vous avez même des gens qui mettent des haies, ils coupent les rameaux tous les ans et les étendent sur leur champ. Alors, évidemment, comme il n'y a plus beaucoup de haies, ça ne fait que des petites surfaces, on voit ça parfois dans le maraîchage, les gens appellent ça bois raméal fragmenté, vous en aurez peut-être entendu parler, BRF, on dit dans notre jargon, BRF, bois raméal, c'est les rameaux qui ont été fragmentés et qu'on étend à même le sol. Donc on apporte du carbone, on apporte de l'eau, on apporte les éléments minéraux venus de la profondeur, hein, puisque ça a puisé et ça se retrouve dans la branche. Et alors, parfois il faut être très astucieux parce que ça n'apporte pas forcément beaucoup d'azote, sauf si la plante est une légumineuse. Mais du coup, il faut faire ça là où il y avait quand même plutôt une légumineuse dans le sol, donc c'est une technique qui n'est pas toujours facile, attention. Mais en plus, la première décomposition d'un bois humide, c'est les champignons. Et dans ces champignons, vous en avez, alors on les appelle, excusez-moi le jargon, on appelle ça champignons mycorhiziens. Mycorhizes, c'est des champignons qui parasitent le rameau, qui parfois parasitent d'ailleurs la racine de la plante cultivée, mais ce moisi, ce mycélium, les filaments de champignons sont tellement fins qu'ils parviennent à débusquer les éléments minéraux qui sont dans la couche arabe, mais qui étaient considérés jusqu'à présent comme inassimilables parce que coincés entre les feuillets d'argile. Je m'explique. Avant qu'il y ait l'agriculture dans le Vexin, il y avait de la forêt. Je parle il y a des millénaires. Et cette forêt, régulièrement, prenait les éléments minéraux, le mettait dans les feuilles, et ça allait dans la couche arabe. Oui, la couche arabe, elle est bien enrichie en éléments minéraux, quand elle n'est pas érodée, hein, elle est bien enrichie en éléments minéraux qui ont été accumulés pendant des siècles, mais qui, quand s'est constitué le sol lui-même, a été coincé entre des feuillets d'argile, inaccessibles à la racine de la plante, même la plus fine des racines des plantes. Sauf que ces champignons, eux, qui sont tellement filamenteux, ils parviennent, et ils sont sympas ces champignons, ils restituent ça à la plante. Donc l'avenir de l'agriculture moderne, c'est très clairement les champignons mycorhiziens. Là, on avait une méconnaissance. Alors, on connaît ça, nous, dans la science, l'agronomie le sait depuis plusieurs décennies, mais c'est depuis, on va dire, une décennie, et j'aurais presque envie de dire depuis Grenelle de l'environnement, pour être très clair, que l'INRA commence à s'y réintéresser pour de vrai. Et là, il y a des progrès considérables. Évidemment, donc vous voyez que l'agriculture bio de demain, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est plus du tout l'agriculture des grands-mères. Là, on va se perfectionner sur des choses dont on n'avait pas la moindre idée il y a encore, en tout cas moi, quand j'ai fait mes études d'agronomie, personne ne m'avait jamais parlé de ça. On est vraiment dans la modernité. Ça, il nous faut être très clair. C'est vraiment l'agriculture moderne, l'agriculture savante. Mais alors par contre, je vous le dis tout de suite,
Si vous voulez réhabiliter un sol en champignons mycorhiziens, il ne faut pas commencer à traiter vos plantes avec un fongicide. Si, parce qu'il y a des champignons pathogènes, vous commencez à mettre des fongicides, ben vous êtes en train de tuer les champignons mycorhiziens. D'ailleurs, dans les explications sur la baisse relative de fertilité de nos sols, alors dans des régions comme ici, mais plus le Pied de Caux, clairement il y a l'érosion, il y a la baisse du taux d'humus, la plus grande sensibilité des sols, parce que l'humus aussi permet au sol d'être plus résistant à l'érosion. Donc c'est clair que les drames qu'il y a dans le Pays de Caux parfois, c'est lié à la baisse du taux d'humus. Mais globalement, évidemment, c'était compensé jusqu'à présent par une abondance d'engrais de synthèse. Eh bien, dans la perte de fertilité de nos environnements aujourd'hui, il y a l'humus, c'est vrai, il y a les champignons mycorhiziens qui ont été tués, et il y a aussi, vous le savez, l'effondrement des abeilles. L'effondrement des abeilles, moindre biodiversité, aussi pesticides, mais les abeilles n'ont plus le nectar, le pollen, et en particulier, pas assez de légumineuses dans nos rotations, nos assolements. Voilà, le petit cours d'agroécologie est terminé. C'est juste pour vous dire, et puis je réponds à vos questions, des formes d'agriculture modernes, savantes, qui font un usage intensif des ressources naturelles renouvelables, azote de l'air, carbone, du gaz carbonique de l'air, ou pléthorique, ou énergie solaire, astucieuse, des éléments minéraux, recyclage, et aller en chercher en profondeur, et éventuellement ceux qui sont coincés entre les feux et l'argile, font que, très honnêtement, techniquement, si c'était que technique la question, je peux vous assurer qu'on a toutes les raisons d'être optimiste pour nourrir plus de 9 milliards de personnes en 2050 avec une agriculture qui fasse usage intensif de ces ressources naturelles renouvelables. Il y a vraiment déperdition d'énergie solaire, il y a déperdition du carbone, il y a déperdition d'azote de partout dans le monde. Il y a pléthore de ressources sous-utilisées. Ça, techniquement, c'est parfaitement faisable. Par contre, vous l'avez compris, ce qui apparaît comme un gros défaut pour certains, ou une énorme qualité pour les gens comme moi, c'est que l'agriculture dont je viens de vous parler, qui va remettre des légumineuses dans la rotation des assolements, qui va rediversifier. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que quand vous mettez des haies, vous hébergez des coccinelles. Et les coccinelles vont neutraliser les pucerons. Et si la coccinelle neutralise les pucerons, vous n'avez plus besoin de pesticides. Et si dans l'ourlet, la bande enherbée en bas de la haie, il y a des scarabées qui vous neutralisent les limaces, vous n'aurez plus besoin de pesticides. Et si dans la haie, il y a du nectar, du pollen pour les abeilles, peut-être que les pommiers, les poiriers, et le tournesol et le colza seront bien fécondés. Donc là, l'agroécologie, c'est reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est l'agroécosystème. Désormais, l'accroissement des rendements, il faut l'analyser, toute production confondue sur les hectares, et pas sur une plante dont on aurait amélioré le potentiel génétique, et seulement ça. C'est l'approche unifactorielle qui a été l'erreur de l'agronomie dite moderne, mais qui aujourd'hui apparaît singulièrement désuète face aux enjeux. Mais c'est l'agriculture industrielle, mais l'agronomie, c'est désuet. C'est absolument pas la réponse aux enjeux de demain, ni pour nous s'alimenter mieux, même si il est vrai que nous, nos rendements vont diminuer. Le passage au bio. L'exemple le plus caricatural, un colza bio, par exemple. Vous êtes seul à vouloir faire un colza bio. Il y a les pucerons résistants aux pesticides du voisin, qui prolifèrent. Et le pesticide du voisin, de toute façon, a déjà bousillé aussi toutes les coccinelles. Vous, vous interdisez tel produit, inutile de vous dire que vos rendements diminuent de moitié. De moitié. Attention, pas la valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée, c'est la création de richesse pour la ferme France. C'est la valeur du produit russe, et la ferme France peut s'enrichir d'emblée avec l'agriculture bio, en tout cas dans certains secteurs, c'est moins vrai pour le colza quand même, pour être honnête, mais dans l'élevage laitier par exemple, un élevage bio, même s'il n'y avait pas le logo, même s'il n'y avait pas le prix supérieur, pour la ferme France, quand on regarde qu'est-ce qu'on importe, on exporterait peut-être un peu moins de céréales, mais on importerait moins de soja, mais on importerait aussi moins de gaz naturel russe. On gagnerait sur 2 tableaux, à mettre des légumineuses à la place d'un blé dans certaines régions, par exemple dans le Vexin. Eh bien la ferme France s'enrichirait sans même demander à avoir le surprix lié au label bio. Voilà. Donc déjà ça. Alors pour les grandes cultures, c'est déjà un peu plus difficile, j'en conviens, mais vous avez déjà des formes d'agriculture bio qui, même sans le logo, rendent la ferme France plus riche. Ça, je pourrais être très clair. Et sans parler même des coûts indirects, parce que n'oubliez pas qu'on s'appauvrit
de devoir retirer les algues vertes, etc. Ça nous coûte tous ces éléments-là, et sans même compter ce que les économistes appellent les externalités négatives. Alors évidemment, par contre, la production brute, c'est-à-dire qu'on mange, diminue. Alors, est-ce que c'est grave dans un pays où on a des excédents de blé, de sucre, de poulet doux et de céréales tout venant, et quand on les exporte, on fait tout le grand tort au pays du Sud, les gens travaillent à la main, notre lait concurrence des gens qui ont 2 vaches, 2 litres de lait de vache. Enfin là, si on pouvait leur éviter ce malheur, et nous cesser d'exporter les produits tout venant, et par contre produire des aliments à haute valeur ajoutée, et du coup le coût va être supérieur. On va voir pourquoi. Parce que le rendement diminue, mais surtout, son gros défaut, et moi, je vous dis son immense qualité, c'est que ça exige plus de travail. Cette agriculture moderne de demain, elle est moins industrielle, c'est en clair, elle est plus artisanale, elle est plus soignée, elle exige plus de travail, c'est une agriculture qui est intensive en emploi. Franchement, est-ce si grave, dans un pays où il y a 10% de chômage, d'aider des jeunes à l'installation en bio, créateur d'emploi? Est-ce si grave si un fils, une fille d'exploitant trouve à rester sur l'exploitation plutôt que d'aller chercher un emploi et prendre de l'emploi à quelqu'un qui n'en trouvera pas et accroître le chômage? Donc, évidemment, certains vous diront, moi, je dis, alors vraiment, du point de vue de l'intérêt général, c'est génial cette agriculture intensive en emploi dans une époque où il y a du chômage. Et les autres vous diront, monsieur Philippe, pas du tout. C'est un dramatique. Plus ça exige de travail, plus le prix du produit qui en résulte doit être élevé pour rémunérer le supplément de travail. Oui, le produit bio, excusez-moi, doit être payé plus cher aux producteurs. Nous n'y échapperons pas. Même si je vous dis que la ferme France, globalement, s'enrichit. Il est clair que l'agriculture industrielle, sa grande qualité apparente, c'est de nous faire un lait pas cher. C'est de nous faire une céréale, une farine enrichie en gluten pour pas cher. On sait que ça nous coûte très cher, en maladie, en impôts, etc. Mais eux qui ne regardent pas ces externalités, effectivement, et nous qui les regardons, eh bien nous, figurez-vous, comme ça exige plus de travail, moins de coûts d'externalités négatives, mais le coût monétaire apparaît nécessairement plus cher. Alors le débat maintenant devient comment rendre accessible aux couches modestes un produit qui nécessairement doit être payé aux producteurs plus cher, que ce soit dans la restauration à domicile, et éventuellement, et c'est ça votre question, hors domicile, la restauration collective, les écoles et autres. Alors je vais vous céder la parole, mais je vais vous dire comment je vois les choses. Évidemment, pour la restauration à domicile, si on veut qu'il soit accessible à toutes les couches sociales, une alimentation de qualité qui ne procure ni Alzheimer ni Parkinson, qui a bon goût, et ce genre de choses, ben je veux dire, il faut qu'il y ait moins de pauvres. On met fin au chômage, on met fin à la pauvreté, on redistribue les revenus en France de façon égalitaire. Il suffit de faire ça. D'habitude, les gens rigolent plus grossièrement. Ça ressemble en général à mais sur quelle planète est-il? Alors, ça laisse entendre quand même que nos questions environnementales, nourriture, etc. ont à voir avec des questions quand même de justice sociale, de répartition de revenus, évidemment encore plus vrai à l'échelle mondiale, je vous le dis tout de suite, mais y compris dans un pays comme la France. Et je pense quand même qu'en s'appuyant sur la restauration collective, on peut éventuellement commencer à diminuer le prix des produits bio, mais à une condition, que nous parvenions à créer, pour la collecte primaire en particulier, de ces produits bio, des circuits courts et de taille critique. Un circuit court, si c'est 20 bourgeois bohèmes qui prennent leur voiture pour aller chercher dans un champ, récolter chacun 500 grammes de fraises, ça je ne vous raconte pas, le coût exorbitant, en effet de serre, etc. C'est pas ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que Biolait, par exemple, quand il va chercher du lait bio, et il ne va pas le mélanger dans son camion-citerne avec un lait conventionnel, on ne mélange pas les deux, et bien qu'il ne soit pas contraint d'aller chercher les producteurs dispersés, les uns à l'est, au nord, à l'ouest et au sud du département. Vous comprenez que pour Biolait, le premier défi, si on veut réduire le coût de transport du lait et le rendre compétitif avec un lait bio importé d'Autriche vendu chez Auchan, je veux dire, c'est déjà le premier enjeu, faire comme l'Autriche. S'il pouvait y avoir plus de producteurs bio,
s'ils pouvaient être tous les uns à côté des autres, si on pouvait réduire le coût de la collecte primaire, pour Auchan, il est moins coûteux d'aller chercher du lait bio en gros volume, alors que la collecte primaire là-bas était assurée parce que ça y est, il y a un nombre et un volume de produits bio sur une faible surface et de proximité. Après, comme ils importent les bio en gros volume, effectivement, après, au litre de lait, ça ne coûte pas cher. Le même bio-lait, essayer d'être compétitif, ben, je vais vous dire, si on pouvait accroître le nombre de conversions au bio, et si on pouvait commencer à établir des circuits courts de taille critique, des petites plateformes d'achat, en s'appuyant sur la restauration collective, et en faisant en sorte qu'on puisse payer plus cher le producteur et diminuer le coût de commercialisation, moi, je trouverais ça génial. Alors, je ne vous cache pas, avant le Grenelle de l'environnement, on apprendra peut-être un jour, ou certains d'entre vous le savez, mais cette proposition était déjà dans le Grenelle de l'environnement. Et dans le Grenelle de l'environnement, la proposition était la suivante. Je vous le dis tout de suite. Elle n'était pas qu'on va accroître les impôts locaux dans une mairie pour que la mairie puisse acheter plus cher un produit et commencer à encourager la conversion au bio dans la municipalité en circuit court pour ravitailler. Alors on commence évidemment par le produit pour lequel c'est le plus facile, les fruits, les légumes, etc. Éventuellement après le lait, le fromage, etc. La proposition à l'époque, elle était que ce soit les subventions de la politique agricole commune qui servent à ça. C'est-à-dire des impôts que nous payons déjà, donc ce n'était pas un surcroît d'impôts. En période où on discute beaucoup de nos impôts, ça me paraît très important. Que cette subvention de la politique agricole commune, des impôts que nous payons et qui va aux agriculteurs, ben, retourne aux agriculteurs. Ça, on ne va pas les en priver. Sauf que désormais, le cahier des charges, c'est vous nous faites un bon produit pour la restauration collective, on vous signe un contrat. La réforme de la PAC, pour lequel j'ai, pas seulement, hein, mais le gros PAC 2013, de gens, là, on n'est pas du Grenelle de l'environnement, et on a raté, hein, on a perdu la bataille, hein, vous savez, la réforme de la politique agricole commune n'a pas retenu cette idée-là. Mais l'idée était que dans les 9 milliards d'euros qui retournent aux agriculteurs français, pour la restauration collective, toute la restauration collective, hein, y compris les cantines d'entreprise. Hein. Donc les couches modestes, les ouvriers fréquentent plus souvent la cantine que les cadres. Et quand je suis méchant, j'ai coutume de dire, chez L'Oréal, c'est pas la patronne qui fréquente la cantine. Et ça, c'est parce que j'ai besoin quand même de dire du mal des gens. Mais ça fait le plus grand bien. Mais la question quand même sociale, c'est les couches modestes, comment y avoir accès? Eh bien, les subventions de la PAC, 1,6 milliard d'euros auraient suffi pour que 6 ans après, tous les repas, école primaire, collège, lycée, EHPAD, cantine d'entreprise et autres, puissent avoir accès. Donc la subvention aurait payé le surcoût, elle aurait payé le surcoût, et le surcoût aurait bien été retourné aux agriculteurs, et on aurait négocié avec les agriculteurs en 6 ans un volume croissant, parce que la conversion au bio ne se fait pas du jour au lendemain, hein, très clair, hein. C'est une révolution, mais on a nécessairement pensé une transition écologique. Il faut l'adhésion du plus grand nombre d'agriculteurs, et l'adhésion du plus grand nombre d'agriculteurs, alors les pionniers, il y avait une éthique, il y avait une conscience de la nourriture, il y avait une conscience de l'environnement. Maintenant, il faut aussi que ce soit quand même que ça rémunère le suffisant de travail. Et ça, c'est quand même en monnaie sonnante et trébuchante. Et la monnaie sonnante et trébuchante, elle existe déjà. Sauf qu'elle aurait été conditionnée à un contrat. Ça aurait voulu dire que ça transiterait notamment par les collectivités territoriales, régions, départements, mairies, et que les contrats se négocient. Donc on aurait été dans une étude contractuelle, pas les éco-conditionnalités d'aujourd'hui de la PAC, on vous donne des aides directes, puis on vous conditionne ça à des mesures environnementales qui ont été décidées depuis Bruxelles pour tous les terroirs de 28 pays. C'est soit inopérant, soit parfois même contre-productif, soit tellement, pour que ce soit généralisable, tellement peu exigeant que ça ne change rien à ce qu'on faisait avant. Donc ça a été une erreur magistrale. Mais il était possible de rendre accessible. Alors évidemment, nous avons perdu la bataille, et le combat dans lequel vous êtes malheureusement, je suis désolé de vous dire, le trop-vie au pays producteur doit rester plus cher. On peut en réduire la commercialisation, et c'est quand même à travers la restauration collective et un accroissement de volume et des conversions au bio proches, de proximité, qu'on va parvenir un jour à élargir le nombre de producteurs bio avec l'assurance d'un contrat. Et malheureusement, je sais que ce n'était pas pour vous, mais c'est des impôts supplémentaires locaux
Et il y a des mairies qui ne peuvent plus. Et puis vous voyez que les aides de l'État aux mairies diminuent. Et on est dans une... Enfin, je veux dire, moi ça m'énerve de savoir qu'il y a des solutions techniques, qu'il y a des enjeux qui sont quand même ceux de la santé, qu'il y aurait y compris des modalités pratiques, pas dans le sens je vous montre du doigt, vous êtes méchant, moi je suis bon, et puis c'est tout de suite qu'il faut faire. Non, ok, il faut l'adhésion du plus grand nombre, on va y arriver progressivement. Mais oui, 2050, tout bio sur la planète, hein, pas évidemment en France, c'est parfaitement envisageable si on commençait déjà. On vient de perdre 6 ans. Alors du coup, c'est les mairies. Et tous les efforts, partout où je vais, les gens me racontent effectivement le surcoût. Alors dans le surcoût d'un produit, évidemment, n'oubliez pas, il ne faut pas non plus l'exagérer, le surcoût, mais il est quand même entre 1,5 € et 1 € par repas, hein, donc c'est quand même pas rien. Hein. Mais c'est vrai que dans le repas, il y a aussi la cantine, on ne change pas tout. Le cuisinier, etc., ne sera pas plus payé parce que c'est du bio. Alors par contre, qu'il faille, alors par contre, les former, c'est votre métier, que ensuite le cahier des charges, c'est même plus des œufs, c'est la poudre reconstituée, etc. Et donc il faille aussi rechanger notre code du marché public d'une part. Et là, il y a des choses auxquelles vous êtes vous-même confrontés. Moi, c'est moins mon domaine de compétence, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que ça ne suffit pas hein, que le surcoût soit assumé par la subvention européenne. Il y a aussi tout un travail de rééducation, presque, de nous tous, d'ailleurs, à domicile comme en domicile, sur comment on fait la cuisine, comment on fait les ingrédients, comment on fait équilibrer. Et alors, je vous dis tout de suite quand même, pour la restauration, ça concerne surtout celle à domicile, une étude de l'INSERM, qui est sortie il y a 6 mois, qui a regardé la consommation de produits bio, puisque ça a doublé en 5 ans malgré la stagnation du pouvoir d'achat. Et cette étude confirme une idée hein, qui pourrait changer néanmoins, mais ça le confirme. Ils ont classé les consommateurs entre ceux qui ne consomment pas de bio ou quand ils en consomment, ils ne le savent pas, parce qu'ils avaient été invités chez un ami qui fait bio, etc. Des consommateurs bio occasionnels et des consommateurs bio plus militants. Alors, je vous dis tout de suite, même ceux-là, c'est loin d'être tout bio, mais des gens qui s'efforcent de manger bio. Et ils les ont mis en 3 catégories, et ils ont regardé les écarts de revenus entre ces 3 catégories. Aucune différence significative. Surprise. Par contre, alors, j'aime pas beaucoup leur expression, mais ça veut quand même dire quelque chose, ils ont découvert un niveau d'éducation. Et quand ils parlent d'éducation à l'alimentation. Un peu aussi d'éducation tout court, hein, mais d'éducation à l'alimentation. Et ils ont découvert que ceux qui sont des consommateurs bio, on va dire un peu militants, pas forcément d'ailleurs militants, mais tout simplement pour leur santé, enfin, je veux dire, mais un effort de manger le plus possible bio, cette catégorie-là a déjà changé son modèle de consommation. C'est-à-dire qu'elle a déjà diminué sa consommation notamment de viande, de protéines animales, et davantage de légumes secs, ce que disent l'immense majorité des diététiciens. Que dans une société comme la nôtre, ça dépend peut-être de chacun d'entre nous, mais il faudrait progressivement diminuer la part de viande, et notamment de viande rouge, et de passer à une plus grande consommation de protéines végétales, du type légumes secs en particulier, pour des raisons y compris qu'on va voir avec les fibres et autres choses, et que c'est les mêmes catégories qui consomment davantage de bio et qui, précisément, ont une éducation, soit parce qu'il y a des revues alimentaires qui en parlent, mais qui déjà essayent de mieux équilibrer les différents ingrédients dans les repas, ce qui est la première chose à faire si on veut manger en bonne santé, c'est quand même d'abord ce mélange des ingrédients. C'est peut-être encore plus important, que de manger bio. Par contre, sur l'environnement, je vous dis tout de suite, l'urgence, enfin quand même, hein, Alzheimer, Parkinson, c'est quand même des choses sur lesquelles on a intérêt à être très très prudent. C'est vraiment l'une des raisons pour manger bio, ça absolument. Hein. Puis quand même, enfin les anti-inflammatoires, le cheval, je sais pas ce que... Oui, parce que vous savez quand même le scandale. Il y a eu le cheval dans le bœuf, comme je disais. Mais pour moi, le vrai scandale, c'est celui qu'on a découvert juste après. C'est les anti-inflammatoires dans cette viande. Qu'elles viennent de Roumanie, que ce soit des chevaux de course en Bretagne, ça faisait déjà plus de 3 ans. Donc, vous voyez que la DGCCRF, quand elle cherche, elle joue son rôle, elle l'a quand même découvert. Enfin, elle l'a découvert à cause quand même du scandale précédent. Elle a regardé de près, mais ça faisait 3 ans. Le bio, en principe, vous découvrirez qu'il peut y avoir de la fraude sur le bio. En principe, ça ne durera jamais plus d'1 an. Hein. Il y a au moins une inspection tous les ans, et les inspections qui arrivent. Moi, j'en ai vu parfois dans les phares bio, j'allais dire, j'ai compris les producteurs bio qui commençaient à devoir donner tous les papiers, etc., alors qu'ils voulaient vendre bio et s'occuper de la foire. J'en ai vu qui parfois trouvaient ça un peu lourd,
Mais les risques sont nettement, les risques de fraude, surtout quand les gens payent pour la certification bio, les gens sont nettement moins que pour des produits lambda. Et c'est vrai que je pense que les consommateurs ont réellement raison de s'orienter vers le bio, notamment par ce souci de certification et pour la consommation de pesticides, ça me paraît évident. Voilà, j'ai été trop long, du coup je ne vous ai pas laissé m'interrompre.